Bonjour à tous. Parmi la longue liste des pertes de liberté et des principes fondamentaux bafoués qui frappent les Français, l'instruction en famille, la liberté de prescription, de se déplacer, le secret médical, la liberté d'expression et bien d'autres dont des personnes parlent mieux que moi, il y a l'accès aux armes qui est sur la sellette. L'accès aux armes est un droit fondamental puisqu'elles sont un moyen concret de défendre sa vie, sa liberté, de résister à l'oppression, qui sont tout simplement nos droits naturels. L'accès aux armes ne doit pas être un privilège. En prévision d'une évolution négative de la loi, j'avais lancé un appel pour résister à la volonté politique illégitime de désarmer les Français. Merci à ceux qui ont partagé cet appel. Un décret sortira donc prochainement et le service central des armes et explosifs vient d'en communiquer les grandes lignes sous la forme d'un vrai faux. Il y a aussi le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure qui parle recoupement des fichiers pour l'autorisation ou l'interdiction de détention. Nous avons aussi la proposition de loi numéro 4212 relative à l'encadrement du survivalisme et à la lutte contre les dérives et menaces associées. Certains ne voient pas forcément de menaces dans ces divers textes qui ne touchent finalement que peu de personnes. Certains y voient une bonne chose puisque cela éloignera mieux les malhonnêtes des armes légales et pour ça j'y verrai aussi une bonne chose, a priori. Certains les voient comme un coup d'épée dans l'eau parce qu'on se dit par expérience qu'ils rateront probablement une grande partie de leur cible. Quoique, quelle est leur cible? Quel est le but? Parce qu'en aparté, concrètement, j'instruis mes enfants en famille, je ne veux pas être vacciné, j'ai des poules, je suis pour la liberté individuelle et le port d'armes. Tout ça doit faire de moi et d'autres, pour certains, l'incarnation de la menace survivalo-terroristo-fasciste. Concrètement, je vais devoir me séparer de ma VZ58 et perdre ainsi tout l'argent que j'ai investi dans sa customisation, poignées, rails, compensateur, serre à côte, etc., qui m'ont coûté plus cher que l'arme elle-même. C'est pire pour d'autres. J'espère en tout cas que du coup vous êtes rassurés et que vous vous sentez beaucoup plus en sécurité. Mais vous comprendrez que ce n'est pas mon cas. L'Union française des amateurs d'armes a sorti des papiers intéressants au sujet de cette dégradation législative où, dans un de ceux-ci, Jean-Jacques Bugnier relève, je cite, tout le monde sait que le secrétariat général du ministère de l'Intérieur a dans l'idée d'interdire également ces armes transformées, alors que ce n'était pas du tout dans l'idée du service central des armes et explosifs. Ce dernier a justement rédigé une note technique allant dans ce sens pour informer le cabinet du ministre. Mais apparemment, le politique l'emporte sur la technique. Fin de citation. Je me réjouis de l'initiative du SCAE, qui est un service qui semble de bonne volonté et raisonnable, à défaut d'être décideur et aussi libéral que je le souhaiterais. Et donc, si on soustrait la technique à la volonté politique, il reste l'idéologie, ou des intérêts peut-être. Mais c'est pourquoi, malgré le réflexe de certains de relativiser la portée des textes dont je parlais, malgré le fait que nous, concernés, ne serions qu'une partie négligeable des Français, malgré que on nous fasse miroiter un énième intérêt supposément général pour la sécurité publique, des extraits de ces textes et propositions, sous l'éclairage idéologique, sont du coup des révélateurs à ne pas balayer d'un revers de la main. Extrait venant de la proposition de loi relative à l'encadrement du survivalisme et à la lutte contre les dérives et menaces associées. Dans l'exposé des motifs, je cite, aussi, nous sommes aujourd'hui face à un véritable vide juridique. Un argument mis en exergue en le détachant de tout paragraphe et avec un point d'exclamation. Alors, il s'agit certes ici que d'une proposition et dont l'objet est l'organisation de stages recevant du public. D'ailleurs, cela a-t-il un sens de faire un stage de survie agréé, même indirectement via des certifications par l'État? Je trouve ça absurde parce que oui, l'entité État est une menace des plus probables pour la vie des individus. Faut-il vraiment que je l'illustre? Non. Mais ce n'est pas mon point. Mon point, c'est qu'invoquer le vide juridique pour motiver une nouvelle législation est effrayant, quel que soit le sujet. Le vide juridique, c'est la liberté. Il devrait être la norme lorsqu'il n'y a pas de nécessité démontrée. Un jour, les tyrans vont s'inquiéter du vide juridique sur la façon de respirer. Et les idéologies, en tout cas certaines, ont un appétit insatiable pour les amalgames et les supposées nécessités associées qu'ils entraînent. Je vous invite à lire cette proposition et à vous faire un avis par vous-même. Autre extrait venant de la communication du SCAE, qui aurait donc en gros échoué à faire entendre raison au ministère sur la teneur du futur décret d'interdiction des armes transformées. Je cite,
Il s'agit en effet d'armes dont il ne peut être garanti l'immuabilité de la transformation et qui présentent de ce fait une dangerosité toute particulière. Fin de la citation. Cette phrase me pose un problème, relevé aussi par le youtubeur Code Reno sur son canal Telegram. Ce problème est qu'aucune arme ne peut être garantie contre sa transformation. Il suffit d'une scie pour couper un canon ou de quelques bouts de plastique pour transformer votre pistolet Glock en pistolet mitrailleur full auto. Et quand bien même il n'y a qu'à acheter armes et munitions au noir, monter dans un camion ou prendre un couteau de cuisine si vous voulez être dangereux. Pour vous protéger par contre, rien ne remplace une arme à feu. Il n'y a pas d'armes dangereuses, il n'y a que des gens dangereux. Je le sais, vous le savez, ils le savent. Le problème donc est que ce but affiché d'immuabilité d'un bout de ferraille impossible et de dangerosité particulière, alors qu'il suffit d'avoir des mains et un cerveau pour être particulièrement dangereux si on le décide, est une chimère qui justifie des restrictions sans fin, au bon vouloir de l'idéologie et au gré des faits divers, en se passant de la technique et, bien plus grave, en bafouant nos droits naturels, en nous privant des outils aptes à les défendre. La porte est ouverte pour une mise en insécurité de l'individu continue, au nom de la sécurité collective, à la 1984. Faut-il que je me rachète exactement la même VZ58, mais version civile, donc de meilleure qualité et neuve, ou va-t-on me l'interdire dans 6 mois ou 6 ans? Une insécurité individuelle permanente, au fond justifiée par une logique qui voit les individus propriétaires d'un cerveau et de mains fondamentalement comme un danger. On peut se demander si par nature les individus sont en train de devenir des criminels pour l'État, alors que la défense de la liberté et de l'autonomie des citoyens devrait être la raison d'être d'un État. Deuxième sujet, la propagande. L'autre côté de la tenaille anti-défense individuelle et autonome. J'ai 3 points à aborder à ce sujet. Alors John Lott relève sur sa chaîne le dernier slogan de propagande côté US, qui est régulier parmi les personnages de fiction positifs, qui est « Je n'aime pas les armes ». Attendez-vous donc à bientôt voir monsieur et madame Moyen répéter avec conviction « Je n'aime pas les armes », alors qu'ils n'ont jamais essayé. Deuxième point qui m'a fait rire, c'est l'épisode 11 et 12 de la série coréenne Netflix appelée The King Eternal Monarch. Alors non, je ne vous recommande pas la série, ça ne marche pas, elle est bourrée de placements de produits super lourdingues. Il y a donc une propagande entière dans cette série, quelques touches par-ci par-là. Alors quand un garde du corps sort un HKP-30, l'héroïne, une policière lui dit quelque chose du style « Ah non, pas de ça en Corée ». Donc, de nos jours, dans une Corée alternative et unie, il y a un roi à la tête du pays, il a une amoureuse et des ennemis. Les méchants enlèvent l'amoureuse. Enfermé dans une remise, un enfant arrive et sort un couteau tactique de sa manche pour couper ses cordes. Entre deux geôliers, qu'il attaque couteau à la main et qu'elle neutralise à main nue, et prend l'arme à feu qu'un garde avait à la ceinture. Elle neutralise 2 autres gardes en leur tirant dans la jambe. Elle s'enfuit en voiture, tombe en panne sèche, tire dans le pneu des poursuivants qui tombent dans le fossé et sont assommés. Et la voilà au milieu de la route, dans une ville vide la nuit, à bout de force, avec son revolver. Des dizaines de méchants, armés de bâtons et de couteaux, arrivent de nulle part. Heureusement, le roi a quitté sa recherche via les caméras de la police, l'avait repéré. Arrive alors la police, qui encercle les méchants avec hélicoptère, voiture et HKMP5. Mais ne tire pas pour laisser le roi qui arrive sur son grand cheval blanc, sabre au clair, chargé à la tête d'une cavalerie de dizaines de policiers à cheval avec des sabres. S'ensuit une mêlée où les méchants encerclés sont éventrés, empalés, poignardés par le roi et les policiers. Alors leur sang gicle sur la joue du roi, bref, il retrouve sa dulcinée, elle lui dit que le pistolet, traduction à 2 balles j'imagine, a encore 2 balles. Un policier donne l'arme au roi, qui les tire d'une façon autoritaire, comme ça, sur le bitume, pan, pan, et lance la vilaine arme au loin, qui avait pourtant quand même sauvé sa chérie. Alors, il est assez récurrent de retrouver de la propagande anti-armes à feu au milieu d'un carnage sans queue ni tête à l'arme blanche ou à main nue. Alors on peut se demander si les gens qui écrivent ce genre de contradictions sont des abrutis finis, à moins que ce soit nous qui ne comprenions pas le message. Car ça ressemble à une contradiction pour nous pro-armes à feu, parce que nous voulons justement éviter la violence et le rapport de force grâce à elle. Mais ça me rappelle les règles du réseau social Twitter, que j'étais allé consulter suite à mon bannissement. Et j'avais découvert qu'on n'a pas le droit de se réjouir de l'usage de la violence, ok,
sauf si c'est l'État qui est violent. Et oui, l'idée derrière ce genre de dérive morale, répétée en boucle, est celle que seul l'État détiendrait la violence légitime. C'est faux. La violence n'est jamais légitime. Elle est le malheureux et potentiel résultat du nécessaire usage de la force. Usage qui est toujours légitime s'il est nécessaire pour défendre sa vie, dont chacun jouit, mais violence dont on n'est pas responsable, parce que le défenseur n'initie pas la violence. C'est l'agresseur qui initie la violence, qui est responsable des balles qu'il se prend en retour. D'autant plus que l'État est incapable d'assurer votre sécurité, d'autant plus qu'il ne doit pas l'assurer 24 heures sur 24, parce que ça impliquerait une surveillance et une présence 24 heures sur 24. L'intérêt principal d'une arme à feu dans les mains d'un individu est d'être autonome pour sa défense et de briser la loi du plus fort, contrairement aux armes blanches, où, dans l'imaginaire, c'est le plus fort par la maîtrise de l'art martial qui gagne. Et c'est, je pense, justement ce pouvoir des armes à feu qui pose problème à certains. Une personne est allée jusqu'à m'opposer comme argument contre le port d'armes le fait que n'importe quelle femme de 50 kilos pouvait neutraliser un homme. L'arme à feu pose un problème aux personnes qui pensent que la loi revient au plus fort, à l'État, au groupe. Ce qui explique souvent une opposition à l'accès aux armes pour les innocents qu'on ne comprend pas au premier abord, parce qu'elle est cachée par des grands principes qui n'en sont pas, des bonnes intentions qui n'en sont pas. La pression du conformisme social paralyse la réflexion personnelle et nous laisse voir violer des droits individuels qui ne doivent pas l'être. C'est tout le but de la propagande, la répétition du message qui donne l'illusion de la norme, qui devient de facto le bon sens de beaucoup. L'État violent, c'est bien, les armes, c'est mal, fin de la discussion. Toujours sur Netflix, une propagande anti-armes et anti-survivaliste. Alors, c'est devenu à la mode, vous l'aurez remarqué. Alors non, il ne s'agit pas de cette horreur de In the Shadow of the Moon, qui fait une apologie du meurtre anticipé des nauséabonds qui propagent leurs idées et dont le chef est évidemment un pro-armes avec des AR-15 au mur. Il ne s'agit pas non plus du film canadien Jusqu'au déclin, sur un camp d'entraînement de survivalistes chez un youtubeur, mais qui dégénère et où il s'entretue et où seul l'ex-militaire survit, seul qui serait légitime à posséder une arme, j'imagine. Mais j'ai envie de vous parler d'un autre film qui date de 2016 et qui vient d'arriver dans le catalogue Netflix, que je trouve encore pire dans le genre et plus révélateur. Il s'agit du film 10 Cloverfield Lane. Je résume et spoil. Suite à un accident, une femme se réveille soignée et attachée dans un bunker souterrain. Le propriétaire semble souffrir de troubles mentaux inquiétants et un deuxième homme dit s'y être réfugié. Il lui explique qu'à l'extérieur, c'est la fin du monde, qu'il y a quelque chose dans l'air et qu'elle ne peut pas sortir afin de garder l'abri hermétique. Détachée, elle doute et ne pense qu'à s'enfuir, malgré qu'elle découvre que les deux hommes disent vrai. Le propriétaire, seul armé, découvre que quelqu'un tente de sortir et demande menaçant lequel des deux. Le deuxième homme s'accuse pour la protéger, s'excuse en disant avoir voulu l'arme du taré pour lui ressembler. Le taré là-bas avec cette vilaine arme à feu. Elle finit par arriver à s'échapper après avoir provoqué la mort du taré et la destruction de l'abri avec une combinaison pour se protéger du gaz. Et là, elle est attaquée par un monstre alien et même carrément par un vaisseau alien qui propage le gaz tueur. Elle arrive à y réchapper, elle est de retour sur la route, elle entend un appel de la résistance à la radio pour que des gens avec des compétences la rejoignent, et a le choix à un carrefour entre rejoindre la résistance et le camp de réfugiés. Elle prend la direction de la résistance, fin. Le survivaliste armé est un monstre destructeur et autodestructeur, choix systématique et classique des scénaristes. Mais là où je trouve le film plus révélateur, c'est qu'à la fin, le message retenu par ma compagne et moi, on avait le même sentiment, c'est qu'au final, si vous êtes une personne qui veut anticiper les dangers et avoir la possibilité de vous défendre et d'être autonome, si vous êtes un survivaliste ou un pro-arme donc, même si vous avez raison et que la situation le prouve parce que 2 plus 2 font encore 4, aussi dingue que cela vous paraissait, et que ne pas le nier vous sauve, vous êtes quand même un taré et ça vous mène quand même à votre perte. Le seul choix de la fin, c'est celui entre se mettre au service du groupe ou faire partie des victimes sous sa protection. Ça revient à ce que les anti-armes opposent au port d'armes dans la réalité, à savoir de laisser le choix à l'individu face à la violence qu'on exerce contre lui, entre aller s'engager dans les forces de l'ordre étatique ou de rester à son statut de victime. Une immense
oppression contre l'individu qui veut rester libre, indépendant, autonome, en utilisant une tenaille législative et sociétale, et ce que je retiens de tout ça, pour donner un semblant de légitimité à la perte des droits des individus, on utilise encore et toujours le besoin atavique de loyauté au groupe. Aux yeux des personnes qui ont une foi irrationnelle dans un lien entre les hommes, lien indépendant de leur volonté, ou qui y voient un devoir sacré, l'individu ne peut être destiné qu'à devenir un serviteur qu'il faut louer ou un danger dont il faut se prémunir. L'union entre tous, donc avec n'importe qui, du moment où ils partagent cette volonté de globalisation, serait le bien, un devoir, et l'individu qui veut juste qu'on le laisse tranquille, le mal. Plus l'individu devient autonome, plus il devient urgent de le réguler. C'est l'oppression sans fin et elle commence à prendre dangereusement racine dans la société. Alors comment ne pas dépérir avec cette horreur sociale ordinaire et décourageante? Je pense que le premier pas est d'en avoir conscience. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aux personnes qui soutiennent la chaîne. Je termine avec un petit mot pour vous signaler une super chaîne française que j'ai ratée pour ma vidéo à ce sujet. Il s'agit de Baguette Shooter qui fait des super revues d'armes.